Bienvenue dans le débat sur France 24. En Russie, la tension est montée d'un cran hier. 1 millier de manifestants anti-corruption ont été arrêtés à Moscou. Ils étaient 8 000 à battre le pavé dans la capitale russe, malgré les interdictions. Probablement plus. Le mouvement de protestation a débuté à Vladivostok, dans l'extrême est du pays, où une quarantaine de participants ont été interpellés. Il a été suivi dans près d'une centaine de villes. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est un film de 50 minutes réalisé par le Fonds de lutte contre la corruption, structure dirigée par Alexeï Navalny, leader de l'opposition. Visionné 13 millions de fois sur Internet, le document écrit Dmitri Medvedev en détaillant la fortune du Premier ministre. En Russie, ces révélations n'étonnent pas, mais l'importance du mouvement donne la mesure de l'exaspération. Alexeï Navalny a été arrêté et condamné à 15 jours de prison et à une amende de 20 000 roubles. Le leader de l'opposition est candidat à la présidentielle l'année prochaine. Alors, quel a été le niveau de mobilisation ? Le mouvement peut-il encore prendre de l'ampleur malgré les arrestations ? Quel est le positionnement du leader de l'opposition, Alexeï Navalny ? Et puis, quelle est la réaction de la communauté internationale ? On en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir Philippe Moreau-Desfarges. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, chercheur à l'IFRI. Véronica Dormand, bonsoir. Journaliste en charge de la Russie à Libération. Dimitri de Rochko, bonsoir, journaliste freelance spécialiste de la Russie. Et Galia Ackerman, bonsoir, essayiste spécialiste du monde russe. Votre dernier ouvrage, Traversée Tchernobyl, aux éditions Premier Panel. C'est en 2016, il date de 2016, votre dernier ouvrage. J'aimerais commencer avec vous, justement, Galia Ackerman. Est-ce qu'on peut dire que la mobilisation était forte ? Oui, on peut dire que la mobilisation a été forte tout simplement parce que la police n'a pas autorisé cette manifestation et que la police a appelé les habitants à rester chez eux. C'est-à-dire les gens qui sont sortis ont bravé l'interdiction et savaient pertinemment qu'ils pouvaient être arrêtés, qu'ils pouvaient écoper même de la prison ferme parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé après le meeting, pourtant autorisé. Il y a eu de multiples arrestations. Et à ce jour, il y a encore des gens qui sont poursuivis dans le cadre de cette affaire. Donc, dans les conditions présentes, je crois que c'est un succès absolument incroyable pour l'opposition. Alors on va continuer après avoir écouté Alexeï Navalny, le leader de l'opposition, un peu à l'origine de ce mouvement. Il a été d'ailleurs arrêté et condamné à 15 jours de prison. Je vous propose de l'écouter. Je pense que les événements de dimanche montrent qu'une grande partie des électeurs russes soutient mon programme qui veut lutter contre la corruption. Ces gens exigent d'être représentés politiquement et je m'efforce d'être leur représentant. Dimitri de Rochko, des centaines de manifestants ont été arrêtés, c'est très musclé. Depuis le retour de Vladimir Poutine, finalement, les méthodes ne se sont-elles pas encore durcies à l'égard des manifestants ? Alors c'est vrai que c'est un succès cette manifestation, parce que quand même réunir 8000 personnes à Moscou et puis beaucoup dans au moins 25 villes de Russie, c'est bien quand même. Pour une opposition extra-parlementaire. Bah, oui, c'est pas mal. Alors ce qu'il y a, c'est que les manifestations n'étaient pas interdites. Et comme vous voyez, Navalny est interviewé. Elle n'était pas autorisée. Non, c'est l'endroit qui n'était pas autorisé. À Moscou ? C'est-à-dire qu'ils ont demandé, ils ont demandé la rue Tverskaya, c'est-à-dire au centre-ville. On leur a proposé 2 autres endroits qu'ils ont refusés. Mais sans doute à raison, hein. D'un point de vue de Navalny, il avait raison, parce qu'au niveau de la com, il a fait ce qu'il fallait. Et là, la preuve, tout le monde en parle. Elle n'était pas autorisée dans le reste du pays ? Mais si, elles étaient autorisées. Il y a des villes où ça s'est très bien passé. Il y a d'autres villes où ça s'est mal passé. C'est-à-dire qu'ils ont tout arrêté. Mais on peut dire à la limite que le pouvoir est tombé dans le panneau. Alors est-ce qu'il l'a fait volontairement ou est-ce qu'il l'a pas fait volontairement ? Ça, c'est la vraie question à se poser. Parce qu'il est évident qu'une manifestation comme ça, surtout en centre-ville, vous savez bien, chez nous, comment ça se passe. Ils ferment les métros, ils bloquent les arrivées et vous avez beaucoup moins de gens. Là, visiblement, ils n'ont rien fait de tout ça. Ils ont laissé arriver, y compris beaucoup d'adolescents. Donc ça veut dire que cette manifestation, elle a rangé quelqu'un. Elle a rangé qui ? C'était intéressant à savoir, justement. De même que ce film, ça fait quand même au moins 1 mois qu'il circule. C'est intéressant quand même. Ça fait 1 mois qu'il circule sur tous les internets. Presque tout le monde en parle à Moscou et dans les villes russes. Il est bien fait, ce film. Il y a y compris des vues aériennes, il y a des choses. Vous faites pas un montage comme ça de 50 minutes, c'est 49 exactement. Mais vous faites pas un montage comme ça
sans moyens, en étant complètement un dissident qu'on risque Allez au bout de d'arrêter votre à tout pensée, parce que moment, j'essaie de etc. comprendre, ça arrange qui alors? Eh ben, je trouve que il faut sans doute l'analyser dans la campagne présidentielle, dans la pré-campagne. Il est évident que Dimitri Medvedev est la cible. De qui? Je ne sais pas, franchement. Mais ça m'intéresserait de le savoir. On est toujours dans la théorie du complot. À nouveau, Non, c'est la théorie du complot. non, mais moi, j'ai envie de dire, Dimitri Medvedev. oui, la Russie, attendez, mauvaise la situation. Russie est un pays dans le monde. Et c'est vrai que la Russie s'est ouverte et que cette ouverture est probablement irréversible. Elle est irréversible. Ce qui se passe en Russie, c'est-à-dire ces manifestations anticorruption, elles se passent partout dans le monde. Hein. On voit bien que ce qui s'exprime en Russie, c'est ce qui s'exprime en France, c'est ce qui s'exprime... Il n'y a pas une spécificité de la Russie, justement, en particulier? J'irais dire la spécificité de la Russie, il y en a deux. Peut-être que le pouvoir est plus verrouillé en Russie que dans d'autres parties du monde, première spécificité. Et deuxième spécificité, c'est le nationalisme. C'est vrai que Vladimir Poutine et tous les gens autour de lui jouent sur le nationalisme russe. C'est une arme formidable. Mais il n'empêche, qu'on le veuille ou non, la Russie s'est ouverte. Et quelque part, elle est, je vais prendre un gros mot, elle est contaminée par les courants du monde. Elle se mondialise inexorablement. Mais les arrestations sont très musclées, c'est ce que vous dites. Hein, non, ce que je dis, pour moi, la mondialisation, c'est plutôt la manifestation. Les arrestations musclées, c'est la fidélité du pouvoir à lui-même. Hein. Et malgré ces manifestations, malgré ces arrestations, vous dites qu'il y a des manifestations. Exactement. Je crois que la Russie est irrémédiablement ouverte. Véronica Dormans, ce qui a mis le feu aux poudres, il faudrait revenir tout de même sur ce film de 50 minutes qui a été donc visionné 13 millions de fois sur les réseaux sociaux. À quoi sert véritablement ce film? Est-ce qu'il y a effectivement une augmentation de la corruption en Russie, parce que c'est ce que dénonce ce film, et est-ce que les manifestants, en allant dans les rues de Moscou et d'ailleurs, finalement se rebellent contre la corruption? Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une augmentation récente de la corruption à Moscou. Je pense qu'elle est graduelle depuis des années et je pense qu'aujourd'hui, elle a simplement atteint des proportions qui sont devenues tellement impressionnantes qu'on peut mobiliser justement en essayant de les décrire et en essayant... En fait, la grande qualité de ce film, et ce qui fait aussi la qualité de Navalny, c'est qu'il parle aux gens avec un langage que les gens comprennent très bien. Il utilise des mèmes, il fabrique des clips, il fait des vidéos extrêmement impressionnantes. Et donc, pour expliquer pourquoi Dimitri... Medvedev était corrompu, il est parti d'une histoire de basket. Et ça, tout le monde le comprend. Il a déroulé toute la chaîne et il a réussi à décrire cette espèce de construction colossale. En même temps, je ne suis pas d'accord. Alors, ce qui est probable... Est-il la cible? Ce qui est probable, c'est qu'effectivement, un certain accès, certaines informations que le fonds Navalny arrive à obtenir, peut-être que certains accès sont simplifiés parce qu'on parle beaucoup, notamment des experts russes, parlent beaucoup de lutte interne au sein des élites qui se tirent la bourre, qui essaient de voilà. Donc peut-être que certains dossiers qui arrivent chez Navalny, l'accès est facilité. En même temps, c'est une organisation qui fait un boulot incroyable depuis des années, qui a des tentacules dans tout le pays, qui arrive à dénicher des infos extrêmement précieuses. Donc on lui a pas apporté un dossier en disant voilà, il faut couler le Premier ministre, maintenant fais un film, voilà une valise de billets et fais-nous un 52 minutes. Il est à la tête d'un organisme qui travaille véritablement, c'est ce que vous dites, Alexei Navalny. Justement, quel est, Galia Ackerman, son rôle à Alexei Navalny, finalement, dans le déclenchement de ces manifestations? Est-il important? J'aimerais d'abord dire quand même encore quelques mots sur ce film et aussi réagir un tout petit peu sur ce que vient de dire Dimitri de Koshko. Déjà, ce n'est pas le premier film anticorruption. Il y a toute une tradition depuis quelques années. Il y a eu des films très efficaces qui, par exemple, ont été faits notamment par l'homme politique qui a été assassiné, Boris Nemtsov, et qui ont dénoncé la corruption dans les Jeux Olympiques, le patrimoine personnel de Vladimir Poutine, etc. Donc, c'est une tradition qui existe et d'ailleurs, c'était une des raisons, entre autres, des grandes manifestations de 2011-2012. Non seulement les élections pas tout à fait honnêtes, en particulier à la Douma, mais aussi le fait que c'était contre le pouvoir corrompu. Le slogan étant que le parti gouvernant, la Russie unie, est un parti d'escrocs et de voleurs. Donc cette dénonciation n'est pas nouvelle? Non, cette dénonciation n'est pas nouvelle et Navalny a pris en effet une part très importante dans l'éveil des consciences. Il travaille depuis des années. Bien sûr, je pense que Véronique a tout à fait raison. Il y a peut-être des gens qui travaillent
contre Medvedev ou qui tout simplement sont des dissidents de l'intérieur, on ne peut pas savoir. C'est sûr que c'est difficile d'avoir certaines informations, mais peu importe qui donne des informations, l'important de savoir si l'information est vraie ou non. C'est comme avec l'affaire Fillon qui aujourd'hui accuse François Hollande d'avoir un cabinet noir. Peu importe s'il existe ou non le cabinet noir, ce qu'il importe de savoir, est-ce qu'il y a eu des emplois fictifs ou non. Donc là, il y a corruption effectivement en Russie et la corruption gangrène le pays. Et il y a une augmentation très forte. Chaque année, il y a une augmentation très forte. Il y a même des chiffres très précis. Par exemple, le montant d'un pot de vin qui a très considérablement augmenté de pot de vin moyen. Au-delà même de l'inflation. Donc c'est un sujet très actuel. Et puis il y a encore un point. Le point, c'est que la Russie, depuis quelques années, subit une crise économique, subit aussi la conséquence des sanctions, la chute des prix du pétrole. Donc le peuple s'appauvrit. Et il y a depuis 2014 la chute du niveau de vie tous les ans, 4-5% tous les ans, sur 4 ans déjà. Et donc, les gens supportent d'autant plus mal qu'il y ait une élite complètement corrompue qui baigne dans le luxe, alors que les gens ordinaires vivent de plus en plus mal, qu'il y a de plus en plus pauvres. Ça les pousse à manifester ? Je pense que la Russie soit en récession ? Je pense que ça les pousse à manifester parce que l'injustice sociale est saillante. Dimitri de Koshko, Navalny a été arrêté. La Russie n'est pas en récession, hein, attention. C'est vrai qu'il y a une crise économique depuis 2008. Elle est encore, Dimitri. Elle est encore en récession. Elle va un peu mieux, c'est vrai qu'il y a un an. Enfin, d'un côté, vous dites, elle est complètement ruinée, la Russie, ça va très très mal, etc. Et d'un autre côté, vous dites, elle va attaquer les pays baltes, elle va attaquer l'Ukraine. C'est pas nous qui Ce serait bien que vous vous intéressiez aussi à la corruption en Ukraine, qui est bien pire qu'en Russie. Alors, mais ceci dit, les films contre la corruption, il y a aussi des films officiels qui sont effectivement très forts contre la corruption aussi. Alors, à savoir, est-ce que c'est utilisé d'une manière politique, comme par exemple ce qu'on connaît en France, effectivement, parce que ne pas dire oui... Il y a des films de propagande, c'est aussi ce que vous décrivez. Enfin, il y a quand même un jeu politique, il y a une instrumentalisation de la corruption, ça c'est clair, dans le jeu politique. Mais ça dépend dans quel sens, comme chez nous. Quand on parle de M. Fillon, puisque Mme Ackermann en parle, il est évident qu'il y a une instrumentalisation politique. On va peut-être laisser François Fillon en France. On va se reconcentrer sur la Russie. Alors Navalny, juste pour revenir sur lui... Je sais pas pourquoi tout le monde a des choses. C'est logique, c'est la lutte politique. C'est la lutte politique, c'est logique. Attendez, le problème, on voit bien d'ailleurs peut-être pourquoi on s'attaque à Medvedev, parce qu'on ne peut pas s'attaquer à Poutine. C'est vrai qu'il y a ce problème du nationalisme russe et que Poutine incarne ce nationalisme. Comment faire bouger le pouvoir ? Car le but, c'est pas seulement de manifester. Le but, c'est de changer le pouvoir en Russie, ce qui n'est pas facile du tout. Alors Navalny... Je voulais juste finir sur la crise économique. Le problème, c'est pas tellement la récession globale, c'est que les gens, globalement, dans leur quotidien, depuis 2014, sentent concrètement une baisse du niveau de vie. Et c'est pas une histoire de baisse du niveau de vie, pétrole. C'est que les gens ont perdu du pouvoir d'achat. Ça, c'est très concret. Et chacun le sent dans son porte-monnaie. Aussi bien à Moscou, où on vit quand même mieux qu'en province, où les conséquences sont encore plus graves. Donc ça, il y a un mécontentement. Est-ce que c'est ça qui pousse les gens dans la rue ? C'est la question. Ça, c'est une vraie question parce que les Russes sont très résistants et c'est vrai qu'il faut beaucoup de choses pour qu'ils se mobilisent. Et certainement que ce film-là, ou en tout cas le discours de Navalny qui taille la pierre aussi depuis longtemps, arrive à un moment donné où le ras-le-bol... c'est certainement aussi une conjonction de différents éléments. Alors, Navalny a été condamné à 15 jours de prison. Philippe Moreau-Desfarges, est-ce que ce n'est pas lourd tout de même comme sanction, je veux dire, après une manifestation ? Oui, c'est quand même très lourd. C'est vrai qu'en principe, on a la liberté de manifester, que même si un manifestant est contesté, mettre un manifestant en prison, surtout un homme comme Navalny, c'est vrai que c'est très contestable. Alors, est-ce que, justement, c'est pas une preuve de faiblesse du pouvoir ? Pourquoi le pouvoir agit comme ça ? Là aussi, j'ai envie de poser... Il y a toute une série de mystères et je pense que notamment ce pouvoir autoritaire, il est quand même très inquiet parce que nous sommes, je répète, dans un monde ouvert, la Russie s'est ouverte et qu'à un moment donné, les gens... Vous pensez qu'il est vraiment déstabilisé par ce monde ouvert dont vous parlez, Philippe Moreau-Desfarges, je pouvoir en profondeur, oui.
Je crois que la Russie, si vous voulez, si on prend la Russie sur la longue durée, la Russie est en train de vivre une transformation extrêmement profonde. On voit bien que d'un côté, il y a une nostalgie impériale qui reste extrêmement forte et qui incarne Poutine, mais il y a quand même incontestablement une modernisation de la société. Moi, j'ai envie de dire, on le voit à Paris, le nombre de Russes, on entend parler russe dans les rues de Paris. Donc ça veut dire que les Russes circulent, ils sortent. Donc ça les change, ça les change. Oui, mais en même temps, on a l'impression que Vladimir Poutine reste populaire. On ne change pas la Russie en un jour, hein, ni la France. Dimitri de Kochko, vous êtes d'accord avec Philippe Moreau-Desforges? Oui, pas trop. Oui, bien sûr. Simplement, attendez, sur les 15 jours qui sont donnés à Navalny, il y a deux aspects. N'oubliez pas que vous parlez quand même d'un pays où il y a eu des millions de gens qui ont été tués arbitrairement sous le stalinisme. Oui, d'accord. Donc, à l'échelle de la Russie, la sanction vous semble clémente. Non, mais je veux dire, il faut quand même mettre les choses, comme vous dites, ça ne change pas en un seul jour. Alors ça, c'est le premier point. Cette sanction est clémente parce que... Deuxième point, n'oubliez pas que Navalny est poursuivi pour des histoires de forêt, de bois, etc. Je ne sais pas à quel point c'est fondé. C'est une autre question, j'imagine. Enfin, en tout cas, ça existe. Ouais. Véronica Dormand. Sans revenir jusqu'à Staline, la sanction est en fait pourrait sembler clémente parce qu'il y a des manifestants qui ont écopé de peines de prison réelles et qui sont retrouvés ces dernières années en prison pour 1-2 ans en colonie pénitentiaire dans des conditions atroces pour être sortis ou même pas forcément sortis. Donc on pourrait dire que 15 jours, c'est... son frère, me semble-t-il, est en prison depuis plus longtemps. Pour des histoires justement de corruption dont sa famille est accusée. Mais en même temps, si on parle d'un pays qui se veut ouvert, démocratique, où il y a la liberté de parole et de manifester, on ne finit pas en prison pour s'être simplement promené dans une rue de la capitale. Voilà, je voudrais aussi... Il est allé dans un endroit où il était interdit de manifester. Non, attendez. Les gens qui ont manifesté aux Champs-Élysées il n'avait pas de panneau, il n'avait pas de slogan. Ils ont eu aussi des problèmes, je crois. Non, on ne s'est pas retrouvés en prison. Voilà. Galia Kerman. Vous savez, c'est une forme qui n'est pas tout à fait nouvelle. Ça, c'était aussi quelque chose qui a été développé pendant cette saison de manifestations, donc de fin 2011, première moitié de 2012, quand on a fait des promenades. Des promenades, par exemple, avec des écrivains. On se disait, c'est un truc informel, comme Véronique a dit, pas de slogan, rien du tout, mais il y a des gens qui sortent dans la rue et qui marchent dans un certain objectif. Donc, c'était très difficile d'arrêter les gens pour ça. Et même si la police a appelé de ne pas sortir. Et pourquoi était-ce difficile de les arrêter pour ça? Parce que ce n'était pas un meeting formel. Ce n'était pas un meeting formel. Il n'y avait pas de discours. Et les gens simplement marchaient dans la rue. Tout opposant s'est rusé. Il faut apprendre à ruser avec un pouvoir. Ouais, c'est la ruse de l'opposant. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie du débat. Restez avec nous. L'entretien de l'intelligence économique, présenté par